Alors voilà, on est arrivé finalement à l'œil proprement dit. On a étudié tout ce qui est dans l'orbite ou bien la cavité orbiculaire qui est formée par les os, sans étudier l'organe principal qui est l'œil. On a étudié les muscles, on a étudié également la cavité orbitaire en premier, ce sont les os. Voilà, qui protège l'œil, qui abrite l'œil et la protège. On a parlé des muscles oculomoteurs, on a parlé des paupières, c'est de la peau qui entoure l'œil. On a parlé de les conjonctives, c'est la muqueuse qui sépare la paupière de l'œil. On a parlé également de l'appareil lacrymal avec les glandes et le canal, les canaux excréteurs. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Voilà, par exemple, ce sont des canalicules. Voilà, de l'appareil lacrymal. Alors, on va étudier dans cette vidéo l'œil proprement dit, c'est-à-dire l'anatomie du globe oculaire. Ça, c'est le globe oculaire. L'anatomie de l'œil proprement dite, ou bien le globe oculaire, c'est l'organe le plus important pour la vision. L'œil, elle est entouré par 3 tuniques. Bien, elle est formée par 3 tuniques. On a la tunique fibreuse qui est formée par la sclère. Voilà, c'est la sclère. C'est le blanc d'œuf qui entoure tout le globe oculaire de l'extérieur. C'est une tunique fibreuse. Et on a en avant de la sclère, on a cette partie-là. Bien, c'est une lentille qui est transparente, ce qu'on appelle la cornée. C'est la partie la plus antérieure de l'œil. Voilà. Et qui est séparée de entre la sclère et la cornée, on trouve cette partie-là qui s'appelle le limbe. Voilà, le limbe sclérocornien. Voilà, entre la cornée et le limbe. Et puis la deuxième tunique s'appelle la tunique vasculaire ou bien l'UV, qui est formée par la choroïde, qui est sous la sclère. On va cacher la sclère. Ça, c'est la choroïde. C'est une couche qui est vasculaire et qui est responsable de la nutrition de l'œil. Et puis, si on cache la cornée, on va trouver derrière elle qu'on a l'iris. Ça, c'est l'iris, c'est la partie colorée, on peut dire, de l'œil. C'est elle qui va donner la couleur aux yeux. Voilà, ça c'est l'iris, qui est formé par des muscles. Alors, si on va cacher l'iris, on va trouver qu'il est formé par des muscles dilatateurs et le sphincter de la pupille, qui est juste un trou noir, un trou vide au milieu de l'iris. On va le cacher également pour voir, on est toujours dans la couche qui s'appelle la couche vasculaire ou bien l'UV. On a vu l'iris, on a vu la choroïde, on a ça derrière l'iris, c'est le cristallin. Le cristallin, c'est quoi? C'est une lame qui est une lame biconvexe qui est transparente. Voilà. Et autour et derrière cette lame, on va trouver ces muscles-là. On a ces muscles-là, voilà, et le procès-ciliaire et les fibres zonulaires. Il ne faut pas oublier l'aura serrata. Tous ces trucs appartiennent à ce qu'on appelle le corps ciliaire. Voilà, ça c'est le corps ciliaire. Alors, le corps ciliaire, il est séparé de la choroïde par l'aura serrata, juste pour l'information. Voilà, l'aura serrata, qui sépare, bien entendu, le corps ciliaire de la choroïde. Et ou bien, ça c'est pour l'UV. La couche la plus profonde s'appelle, c'est la couche nerveuse qui est formée par la rétine. Et ce qu'on va trouver à l'intérieur de la rétine, c'est le corps vitré. Voilà, le corps vitré. Voilà, à l'intérieur de la rétine, ou bien sous la rétine. Voilà, l'œil, c'est l'organe le plus important dans le globe ou bien dans la cavité orbiculaire. On va l'étudier parce que c'est un organe, on peut dire, qui est complexe, mais on peut le simuler à un appareil photo. Voilà. Donc, l'objectif, elle est présenté par la cornée. Voilà, la cornée, c'est celle-là. Et le cristallin. Le cristallin, c'est derrière. Les deux sont transparents. Voilà. Ça, c'est l'objet. Et le diaphragme, il est présenté par la pupille. Voilà, on va cacher pour voir la pupille. Il est derrière la cornée. On va le cacher pour voir, voilà, la pupille. C'était un trou. Voilà, c'était un trou. On va cacher le cristallin pour voir qu'il s'agit d'un trou qui va contrôler l'entrée ou bien la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Voilà, c'est juste un trou noir, voilà, de l'iris. On va étudier ça. Et dans
La pellicule, c'est la rétine. Voilà, la rétine, c'est l'enveloppe la plus interne et c'est l'enveloppe fonctionnelle, on peut dire. C'est elle qui va recevoir l'information, ou bien de l'image pour la transformer par la suite en image ou bien en signal nerveux pour que le cerveau va l'interpréter pour qu'on voit. Alors, il faut juste noter que on ne voit pas par les yeux, mais par le cerveau. Voilà. Alors, c'est ça, on va juste détailler tout ce qu'on vient de voir. Alors, l'œil, il est entouré par trois tuniques. On a de l'extérieur à l'intérieur une tunique fibreuse qui s'appelle le blanc de l'œil. Voilà, parce qu'elle est blanche. Ça, c'est une tunique qui est fibreuse, c'est la plus externe. Et juste au-dessus, si on va cacher cette tunique, on va trouver la deuxième tunique qui est tunique vasculaire et qui s'appelle la choroïde. Voilà, ça c'est la choroïde. On va la cacher pour voir ce qu'on a à l'intérieur. La couche la plus profonde, c'est la tunique nerveuse qui s'appelle la rétine. Alors ça, c'est la couche par laquelle l'œil, on peut dire, il va transformer les messages visuels ou bien la lumière en messages ou bien un flux nerveux pour que le cerveau va les interpréter pour qu'on voit. Voilà. Alors, pour toujours l'œil, on a l'intérieur. Après ces trois tuniques, ils vont entourer des milieux. On a trois milieux transparents. Alors, sur cette image, on peut voir ça, la partie la plus antérieure, l'élément le plus antérieur de l'œil, c'est la cornée. On va la cacher. Pour voir par la suite, ça c'est la pupille qui est entourée par l'iris. On va cacher avec ces deux muscles, toujours l'iris. On a deux muscles dans l'iris. On va cacher également la pupille pour voir cette lentille. Voilà, cette lentille-là, voilà, qui s'appelle le cristallin. Ça, c'est un milieu qu'on dit, c'est un milieu transparent de l'œil. On va le cacher pour voir ce qu'on a là. Derrière elle, on va trouver cette masse gélatineuse, voilà, en forme d'une balle. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps vitré. Voilà, le corps vitré, c'est un parmi les milieux transparent de l'œil. Troisième milieu transparent, on peut pas voir sur cette maquette, mais elle est là, elle est en avant de cristallin normalement. Voilà le cristallin, elle est en avant de cristallin. Voilà, qui sépare le corps vitré de troisième milieu, qui s'appelle tout simplement l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse qui occupe deux chambres. On a une chambre antérieure qui est limitée en avant par la cornée, et en arrière, il est limité par l'iris. Avec ces deux muscles, ce sont les muscles de l'iris. Et la chambre postérieure qui est limitée en avant, bien entendu, par l'iris, et en arrière par le cristallin. Alors, cette partie-là, avec la chambre antérieure et la chambre postérieure, sont occupées par l'humeur aqueuse. C'est un liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Alors, voilà les trois milieux transparents de l'œil. Sinon, pour l'étude anatomique et professionnelle, on peut dire, de l'œil, on va la diviser en deux segments. On a un segment antérieur et un segment postérieur. La limite entre ces deux segments, c'est le cristallin. Le cristallin appartient au segment antérieur. Alors, au segment antérieur, on a le cristallin et on a le corps ciliaire. On va détailler tout ça. Ça, c'est le corps ciliaire. Avec ces deux parties, on va voir tout ça. Voilà. Tout ça, ce sont des constituants du corps ciliaire. On a l'aura serrata, on a les fibres zonulaires, on a le processus ciliaire et on a également le muscle ciliaire. Ça, c'est le corps ciliaire. Tous ces éléments constituent le corps ciliaire. Et plus en avant, on a l'iris et la pupille de l'iris. La pupille de l'iris, c'est ce trou noir, voilà. Et puis, plus en avant, l'élément la plus antérieure de l'œil, c'est la cornée qui est transparente. Voilà, ça c'est la cornée. Alors, ça c'est pour la chambre antérieure. Pour la chambre postérieure, tout ce qui est derrière le cristallin. On a derrière le cristallin, on a les trois tuniques. Voilà, la tunique, ça c'est le muscle, ça c'est la tunique sclérotique. Et puis, on a sous la sclère, on va trouver la choroïde. Et sous la choroïde, on a la rétine. Et il ne faut pas oublier le corps gélatineux à l'intérieur, qu'on peut voir pas ici parce qu'il est enlevé, mais sur cette vue, voilà le corps ou bien le corps vitré. Le corps vitré, voilà, ça appartient au segment postérieur. Et il faut pas oublier également pour le segment antérieur qu'on a l'autre milieu transparent. N'est pas visible ici, mais c'est un milieu qui s'appelle l'humeur aqueuse. Voilà, l'humeur aqueuse entre la chambre antérieure et la chambre postérieure. On va détailler tout ça par la suite.
On va commencer notre étude par le segment postérieur. Alors, rappelez-vous, le segment postérieur, il est limité en avant par le crestallin. On va trouver les trois couches qui sont la sclère. On va commencer par l'étude de la sclère ou bien la sclérotique. Alors, la sclérotique, normalement, elle est blanche chez l'adulte, mais chez l'enfant, à la naissance, elle est bleuâtre, puis il va devenir chez le vieillard avec une couleur qui est jaunâtre. C'est une tunique qui est rigide et qui est fibreuse. C'est là pour protéger l'œil. Elle va protéger ce qui est à l'intérieur de l'œil, parce que c'est la couche la plus rigide. Alors, il va donner également l'insertion, rappelez-vous, au muscle oculomoteur. Alors, voilà. Ça, c'est la sclère. Elle va donner l'insertion au muscle oculomoteur, le muscle droit, le muscle oblique supérieur et inférieur. Voilà, tout ça, il va être inséré sur la sclère. Alors, la sclère, c'est parce que c'est large, elle va occuper le 5 ou 6e du globe oculaire. Et il a deux faces. On a une face externe. C'est ce qu'on peut voir, ce qui est blanche. Il est tapissé par la conjonctive, rappelez-vous, la conjonctive bulbaire qui va tapisser la cornée et la face externe de la sclérotique. Et alors qu'on a la face interne, on va cacher ça pour voir la face interne. Voilà la face interne de la sclère. Cette face-là, elle est très adhérente à quoi? Elle est très adhérente à la choroïde. Alors voilà la choroïde, la face interne de la sclère, elle est très adhérente à la choroïde. Et toujours pour la sclère, elle est perforée par des trous pour laisser passer les nerfs et les vaisseaux. On a un trou, bien un orifice qui est hyper important, c'est celui-là, qui va laisser partir le nerf optique. Donc voilà, ça c'est le nerf optique, c'est un nerf hyper important pour la vision, qui est accompagné par l'artère ophtalmique. Alors, ce nerf-là, il va faire quoi? Il va percer, il va entrer dans le globe oculaire via un trou, cet trou-là, ou bien cet orifice, dans la sclère. C'est ce qu'on appelle, cet orifice-là, ça est appelé la lame criblée. Alors, c'est ça pour la sclère. Toujours pour le segment postérieur, on a dit, on a la tunique. La deuxième tunique, c'est la choroïde qui est sous la sclère. Voilà, ça c'est notre choroïde. C'est une couche ou bien c'est une tunique, c'est une membrane qui est nourricière de l'œil parce qu'elle est hypervascularisée. Et il tapisse le 2/3 postérieur de la sclère. Parce que, rappelez-vous, alors ça c'est la sclère, le choroïde il va tapisser le 2/3 de la sclère. Alors, toujours pour la choroïde, on trouve qu'il est en arrière de la choroïde, on trouve quoi? Ça, c'est la choroïde, par exemple. En arrière, on trouve justement le corps ciliaire avec les muscles ciliaires, le procès ciliaire, l'ora serrata. Et si on va cacher là pour voir le procès ciliaire et le muscle ciliaire, l'ora serrata et les fibres annulaires là. Alors, tout ça, ça constitue le corps ciliaire. C'est-à-dire, derrière la choroïde, on va trouver quoi? On va trouver le corps, notre corps ciliaire, voilà. Et elle est recouverte, la choroïde, elle est recouverte par la rétine, voilà, qui tapisse la face interne de la choroïde, voilà. Alors ça, c'est la face interne de la choroïde. Le rôle, justement, vous pouvez le deviner, c'est quoi? C'est juste la vascularisation, c'est-à-dire l'alimentation, on peut dire, parce que c'est une couche nourricière. C'est-à-dire un rôle important pour la vascularisation, surtout de la rétine, voilà, de cette couche-là, la rétine qui est hyper importante pour la vision. Alors, toujours, on est dans le segment postérieur, après ou bien sous la choroïde, on trouve cette couche qui est la rétine. C'est une couche sensible à la lumière. Alors, la lumière va entrer via la cornée, puis elle va traverser tout ça, va traverser la pupille comme trou. Et puis, toutes ces structures pour arriver par là, et le crestallin, voilà, c'est une lentille hyper importante pour la vision. Donc, pour arriver à la rétine, c'est elle qui va recevoir la lumière et c'est elle qui est sensible à la lumière, c'est-à-dire les autres organes ou bien les autres éléments de
de l'œil sont pas sensibles, mais c'est la rétine, la rétine, c'est elle qui est sensible à la lumière. Et à l'intérieur, ou bien la rétine, à l'intérieur de la rétine, on va trouver quoi dans cette couche-là? On va trouver des photorécepteurs. C'est la première couche parce que cette couche, elle est formée par plusieurs couches à l'intérieur. C'est microscopiquement, on ne peut pas le voir, mais on a des photorécepteurs qu'ils vont recevoir, comme leur nom indique, là, les lumières. Ce sont les cônes et les bâtonnets. Alors, cette région, ou bien cette tunique-là, la rétine, elle est divisée en deux régions. On a une région centrale, c'est celle-là, voilà, la région centrale, c'est celle-là, centrale ou bien, on peut dire, elle est postérieure. C'est ce qu'on appelle la région fonctionnelle. C'est elle qui va faire, on peut dire, la fonction de l'œil qui est la vision. C'est elle qui va recevoir les photons et les interpréter en influx nerveux. Alors que la rétine périphérique, c'est-à-dire, elle est là, elle est en avant, ou bien la rétine antérieure, elle est non fonctionnelle. On peut dire également, elle est aveugle, c'est-à-dire c'est pas il ne peut pas, on peut dire c'est pas elle qui est responsable de la vision, mais c'est la couche ou bien c'est la région postérieure ou bien la région centrale de la rétine. Le segment, voilà, à l'intérieur de ça, c'est le disque optique, c'est-à-dire l'entrée de nerf optique dans la rétine ou bien de le globe oculaire. Alors ça, on va voir l'entrée également de l'artère. Alors voilà l'artère ophtalmique. Alors, cette artère l'artère centrale de la rétine, qui est une branche de l'artère ophtalmique qui accompagne le nerf optique, elle va se diviser au niveau de la papille. La papille, c'est le disque papillaire. Le disque optique, c'est ce qu'on appelle la papille également. C'est-à-dire, c'est l'entrée de nerf optique. Alors là, on a ce nerf-là, ou bien cette artère centrale de la rétine. Il va se diviser en deux branches. Une branche qu'on peut voir branche ascendante, une branche descendante. Voilà, au niveau de la rétine. Et le retour veineux est assuré par les veines ophtalmiques qui vont rejoindre par la suite le sinus caverneux. Voilà. Alors, on est dans la rétine, on va voir ce qu'on peut visualiser sous le fond d'œil. On peut visualiser ces deux zones dans le fond d'œil. On a le disque optique, ou bien qu'on appelle également la papille. C'est l'entrée du nerf optique et de l'artère centrale de la rétine. Voilà. Et puis, on a plus centralement, on a cette région-là, c'est ce qu'on appelle la macula. C'est une tache jaune sous le fond d'œil. C'est dans laquelle on a la vision la plus précise. Elle est centrée par une autre tache qui s'appelle la fovea. Voilà. On va détailler tout ça par la suite. On a fini avec la rétine. On est dans le segment postérieur et on a vu les trois tuniques. On va passer au milieu transparent de ce segment qui est le corps vitré. Alors voilà, le corps vitré, c'est tout simplement une masse gélatineuse qui est transparente, bien entendu. Voilà, c'est un milieu transparent. Et il est situé entre le cristallin en avant. Alors, si on va retirer, on va cocher tout le corps ciliaire pour voir on va cacher les rices également pour voir, voilà, le cristallin. Il est situé, le corps vitré est sous la rétine, voilà. Voilà, la rétine derrière la rétine et sous la rétine. Il est entouré par la rétine, le corps gélatineux. Alors, ce corps vitré, il fait quoi? Il maintient la rétine. Ce corps gélatineux, il maintient la rétine contre les autres parois qui sont la choroïde et la sclère de l'œil. Alors, c'est-à-dire que ça va, lorsque les malades les contracter, il va affecter la rétine, ce qu'on appelle le découlement rétinien. Alors, juste entre parenthèses. Alors, on a fini avec le segment postérieur, on a étudié les trois tuniques et le corps vitré. On va passer au segment antérieur. Le chef du fil le plus antérieur, c'est la cornée. Alors, la cornée, c'est quoi? La cornée, c'est un dioptre. C'est un dioptre sphérique. Voilà, il est également transparent, comme le cristallin et les autres. Il est transparent. Et il n'est pas vascularisé.
Voilà. Et comment il est alimenté? Il est alimenté par le film lacrymal et par l'humeur aqueuse qu'on va étudier par la suite. Alors, il n'est pas vascularisé, mais il est richement énervé, c'est-à-dire il est très douloureux lorsqu'il est atteint. Alors, pour la cornée, on a dit qu'il est avasculaire et on a une chose hyper importante que entre la cornée et la sclérotique, on a ce qui sépare ces deux éléments, on a ce qu'on appelle le limbe sclérocornien, dans laquelle on va trouver, dans ce limbe-là, on va trouver le canal du Schlem. Le canal du Schlem, c'est un sinus veineux qui assure le drainage de l'humeur aqueuse. Là, on va détailler tout ça, juste entre parenthèses. Alors sa face, on a dit sa face antérieure. Là, sa face antérieure, elle est tapissée, ou bien elle est recouverte par le film lacrymal, et puis après le film lacrymal, on trouve la conjonctive palpébrale, appelez-vous la conjonctive palpébrale qui tapisse la cornée et la sclère. Elle est également invisible ou bien transparente, voilà. Et après la conjonctive, on va trouver quoi? On va trouver l'hypopyère. Voilà, on va trouver la conjonctive, puis la conjonctive palpébrale, puis l'hypopyère. Alors que sa face postérieure, la face postérieure de la, on va voir, voilà, ça c'est la face antérieure de notre cornée. Voilà, ça c'est la face postérieure de la cornée. Elle est en rapport avec quoi? Avec l'iris. Voilà, ça c'est l'iris. On va le lever pour bien voir. Voilà, ça c'est la face postérieure de la cornée. La face postérieure de la cornée, il constitue la limite externe de quoi? De la chambre antérieure. La chambre antérieure qui est, rappelez-vous, entre la cornée en avant et l'iris en arrière. Alors, et c'est toujours cette face postérieure de la cornée. C'est le toit de l'angle irido. Irido, c'est pour l'iris. Irido, cornéen, et la cornée cornéen pour la cornée. Alors, on va détailler cet angle-là. Cet angle, c'est entre l'iris, c'est entre la cornée en avant et l'iris, c'est un angle. Voilà, c'est un angle entre les deux. Irido cornéen. On va détailler cet angle parce que c'est hyper important pour le drainage de l'humeur aqueuse. Alors, la chambre antérieure est occupée par un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse. Alors, ceci dit, on va passer derrière, ce qu'on a derrière, on va cacher la cornée pour voir l'iris. Voilà, cette structure qui est colorée. C'est elle qui va donner la coloration aux yeux. Et chez les personnes qui ont peu de mélanocytes, elle va être bleue. Et chez les personnes qui ont trop de mélanocytes, c'est-à-dire foncés, elles vont avoir la couleur brune de l'iris. Alors, cet iris, elle est quoi? C'est un muscle, voilà. C'est un muscle qui est circulaire. Et elle est lisse, voilà, c'est un muscle lisse et circulaire. Elle est centrée par un trou qu'on appelle c'est le trou là. Alors on va enlever ça pour voir le cristallin, pour voir le trou. C'est ce qu'on appelle la pupille. Alors la pupille, c'est juste un diaphragme qui va faire quoi? Son diamètre, elle va être variable, elle va augmenter, elle va diminuer par le muscle qui est l'iris, qui contrôle le diamètre de la pupille selon la quantité de la lumière qui est autorisée, on peut dire, pour voir quelque chose. Par exemple, la nuit, on n'a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça on va voir l'iris qui est dilaté. Voilà, il est dilaté sous la commande des muscles de l'iris. Alors voilà les muscles de l'iris, on a un muscle dilatateur, comme son nom l'indique, il va dilater la pupille. Voilà, pour que beaucoup de lumière entre à la rétine pour voir mieux. Alors que aussi, on a beaucoup de lumière, c'est-à-dire pendant la journée, cette pupille-là, elle va se rétrécir sous la commande de sphincter pupillaire de l'iris pour limiter l'entrée de la lumière pour qu'elle va pas, on peut dire, pour qu'elle va pas nuire à notre rétine. Voilà, elle va protéger nos yeux. Et on a dit, rappelez-vous, que l'iris, il délimite avec la cornée, voilà, la cornée. L'iris, il délimite avec la cornée un angle, ce qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Alors, on va passer après, toujours on est dans le segment antérieur, on a vu la cornée, la pupille, les muscles de l'iris. Et ça, on va voir, on a déjà étudié, c'est le canal du Schlem ou bien le limbe. Ça, c'est le limbe qui sépare, bien entendu, la cornée
de la sclère, ça c'est le limbe, ou bien le canal de Schlem. Voilà, on va voir toujours ce qu'on a en arrière de l'iris. Avant le cristallin, on a le corps ciliaire qui est constitué par plusieurs parties. On peut les résumer en deux parties. On a le procès, ou bien le processus, c'est la même chose, le processus ciliaire. Voilà, on va cacher tout ça pour bien voir le processus ciliaire. Voilà, ça c'est le processus ciliaire en avant. Le processus ciliaire, pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va donner ce qu'on appelle les fibres. Voilà, ça, sont les fibres zonulaires. Voilà, les fibres zonulaires sont issues de procès pour qu'il attache le cristallin. Le cristallin, il flotte. C'est-à-dire, il doit être attaché par les fibres zonulaires de processus ciliaire. Alors, on a dit le corps ciliaire il est formé par le processus ciliaire et par les muscles, ce qu'on appelle les muscles ciliaires, bien entendu. Alors, ces muscles-là sont hyper importants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont accommoder le cristallin. Voilà, ce cristallin-là, il est comme la pupille. Son diamètre, il va être contrôlé par ce muscle, c'est le muscle ciliaire. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Alors, on a une autre structure là, c'est ce qu'on appelle l'aura serrata. C'est elle qui va séparer le corps ciliaire et la choroïde. Voilà, entre les deux, on va trouver l'aura serrata. Alors, ces fibres zonulaires, ou bien ce qu'on appelle également la zonule d'usine, il va faire quoi? Il va s'insérer sur la face antérieure et la face postérieure, également sur l'équateur. L'équateur, c'est-à-dire l'équateur, c'est-à-dire qui entoure, voilà, c'est la périphérie d'une sphère, voilà. C'est-à-dire, on a la face antérieure, la face postérieure et la périphérie. C'est ce qu'on appelle l'équateur. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle les fibres zonulaires ou bien la zonule d'usine qui est importante pour le maintien de cristallin et pour la fonction pour qu'il va transmettre ces zonules-là. Ils vont transmettre la fonction de muscle ciliaire au cristallin parce que c'est le muscle ciliaire qui va contrôler l'accommodation de cristallin. Alors, ceci dit, on va parler du cristallin qui est derrière le corps ciliaire. Alors, ce cristallin-là, c'est quoi? C'est juste, tout simplement, c'est une lentille biconvexe et c'est l'un des 3 milieux transparents du corps, ou bien de l'œil. Alors, ce cristallin, on a dit qu'il est responsable de l'accommodation grâce au muscle ciliaire du corps ciliaire. Et il est entouré par une capsule. Voilà, et il est relié au corps ciliaire grâce à des zonules, ou bien à la zonule d'usine, ou bien les fibres zonulaires. Alors, par la suite, on a fini alors pour le segment antérieur, il nous reste une chose, il nous reste le troisième. On a parlé rappelez-vous, de corps vitré, pour le segment postérieur. Ici, pour le segment antérieur, on a déjà étudié le deuxième milieu transparent qui est le cristallin. Le troisième, rappelez-vous, c'est un liquide. C'est ce qu'on appelle le milieu, ou bien l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, elle est là. L'humeur aqueuse, elle est en avant du cristallin. Voilà. Alors, le cristallin, on peut dire, il divise, ou bien il sépare le corps gélatineux qui est le corps vitré. Voilà, le corps vitré, qui est en arrière du cristallin. Ce qui est en avant du cristallin, c'est un liquide. C'est pas gélatine, mais c'est un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Alors, l'humeur aqueuse, elle occupe les deux chambres du segment antérieur. On a dit, on a le segment antérieur qui est délimité en avant par la cornée. Alors, on va enlever la cornée. Et en arrière par l'iris. Voilà, par l'iris. Ça, c'est l'iris. Alors, en arrière de l'iris, on va trouver la chambre postérieure qui est limitée en avant par, bien entendu, l'iris et en arrière par le cristallin. Voilà. Et l'humeur aqueuse, il va être produit par quoi? Il va être produit, l'humeur aqueuse, par le processus ciliaire. Rappelez-vous, voilà le processus ciliaire. Ça, c'est une partie de corps ciliaire qui, on a dit, il va donner les fibres via la zonule d'usine, il va sécréter également l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est sécrétée là dans la chambre
ça c'est la chambre postérieure, il va passer via la pupille. Voilà, de la chambre, il va être sécrété par, alors on va cacher ça pour voir les processus ciliaires. Il va passer via la pupille, voilà, la pupille, pour entrer dans la chambre antérieure, qui est limitée en avant par la cornée. Et ce liquide, qui est l'humeur aqueuse, il va être par la suite dans la chambre antérieure, il va être, après arriver à la chambre antérieure, il va être résorbé ou bien éliminé par, alors rappelez-vous, par le canal de Schlem. Alors ce qu'est le canal de Schlem, c'est celui-là, qui, c'est la limite entre la sclère et la cornée en avant, parce que le canal de Schlem, c'est tout simplement, c'est un sinus veineux, voilà, qui occupe également l'angle irido-cornéen. Ça, c'est juste là l'angle irido-cornéen. C'est entre la cornée en avant et l'iris en arrière. Il va former un angle. Cet angle-là, c'est dans lequel on va trouver ce canal de Schlem. C'est un canal hyper important parce que s'il est altéré ou bien obstrué, on va voir une hyperpression parce qu'on va voir l'accumulation de l'humeur aqueuse dans les chambres antérieures et postérieures, ce qui va donner ce qu'on appelle la glaucome. La glaucome, c'est quoi? C'est une augmentation de la pression intraoculaire. Voilà, on va reprendre sur cette image. Voilà la sclère, c'est le blanc de l'œil. C'est la couche la plus externe de l'œil. Et voilà, en avant, ça c'est la cornée qui est transparente, voilà. Et qui, entre la cornée et la sclère, on va trouver ça, c'est le limbe sclérocornéen. Voilà, qui sépare les deux. Alors, on a dit également que la sclère, elle est perforée, voilà, par un orifice qui s'appelle la lame criblée pour laisser le passage de nerf optique pour qu'il va entrer dans la rétine pour la réception pour la réception des images, voilà, pour que va être par exemple les images optiques ou bien la lumière vont être transformées grâce à la rétine à un influx nerveux. Cet influx nerveux va être cheminé par le nerf optique jusqu'au cerveau, dans laquelle on va voir cette image, voilà, parce qu'on voit on voit par le cerveau et non pas par l'œil. L'œil, c'est juste pour la réception et pour, on peut dire, la transformation de la lumière vers les messages nerveux. Alors que c'est dans le cerveau qu'on va voir la construction de l'image qu'on voit réellement. Alors, voilà, on a dit que sous la sclère, on va trouver les autres tuniques, à savoir la tunique vasculaire qui est la choroïde. Voilà, la choroïde qui est responsable surtout de la nutrition de la rétine, parce qu'elle est adhérée à la rétine. Voilà, la rétine à l'intérieur, c'est la couche la plus interne. Et dans la rétine, on va détailler un truc hyper important, c'est que sous le fond d'œil, on va voir cette partie-là qui est fonctionnelle, rappelez-vous, c'est la partie postérieure. Voilà, on va voir quoi dans la rétine sous le fond d'œil. On va voir deux régions. On a une région, la voilà, ce qu'on appelle la papille. Ça, c'est la papille, c'est quoi? C'est l'origine, on peut dire, ou bien l'entrée de nerf optique. Alors là, on va trouver également l'artère centrale de la rétine, la voilà, qui va se diviser en deux branches, une branche ascendante et une branche descendante pour la vascularisation de la rétine. On va trouver également une autre, on peut dire une autre tâche qui est pas importante, c'est ce qu'on appelle la macula. Ça, c'est la macula qui est centrée par la fovea. Alors, dans cette région, on va voir la concentration de la lumière qui traverse l'œil pour arriver à la rétine, parce que c'est la région dans laquelle on a la vision la plus précise possible. Alors que cette région qui est la papille, ou bien le disque optique, c'est la même chose. Là, on n'a pas la vision. C'est ce qu'on appelle l'aveugle. C'est une région aveugle. C'est une région qui est la plus, on peut dire, la plus précise pour la vision. Ça, c'est aveugle. Donc voilà, on a parlé de la rétine et on a vu également que on peut diviser anatomiquement l'œil, le globe oculaire en deux segments. Segment antérieur qui est limité par le cristallin. Le cristallin, c'est la limite entre les deux segments. Alors il est formé par la cornée en avant qui est transparente, et puis juste derrière on trouve voilà, là c'est l'iris avec la pupille. Voilà, c'est un trou dans l'iris. Et on a, plus en arrière, on trouve, ça, c'est le corps ciliaire avec les procès ciliaires et les muscles ciliaires et les fibrogénoïdes et l'aura serrata. Voilà, l'aura serrata.
Et on a vu également, on peut voir ici le cristallin, mais ça appartient au segment antérieur. Et on a l'humeur aqueuse qui est en avant du cristallin et qui chemine dans la chambre antérieure, qui est limitée en arrière par, euh, par l'iris et en avant par la cornée. Et la chambre postérieure qui est limitée en avant par l'iris et en arrière par le cristallin. Voilà. Alors que le segment postérieur, qui est derrière le cristallin, il est formé par les trois tuniques qu'on vient de voir parce que sont postérieures. Voilà, on a la sclère, on a la choroïde, on a la rétine. Et il faut pas oublier le corps qui n'est pas visible ici, mais il occupe toutes ces parties-là postérieures du corps. Il est derrière le cristallin. Voilà. Et ce qu'on appelle le corps vitré. Alors, on récapitule ce qu'on vient de voir concernant le globe oculaire. Alors, juste un rappel, on a dit que ça c'est la cornée, rappelez-vous, c'est la partie la plus intérieure, et on a que la cornée, elle est tapissée par le film lacrymal et puis par la conjonctive palpébrale, voilà, qui va tapisser et la cornée et une partie de la sclère, c'est la partie du buton, puis il va se replier ici pour donner la deuxième conjonctive, qui est la conjonctive, rappelez-vous, la conjonctive palpébrale. Voilà, qui tapisse les paupières, bien la face postérieure des paupières, inférieures paupières supérieures. Alors, sous la conjonctive, on a le film lacrymal, puis on a la cornée, voilà. Et puis on a la cornée, on a quoi? Voilà la chambre antérieure. La chambre antérieure, on a dit qu'il est limité en avant par la cornée en arrière. Ça, c'est la pupille. Ça, c'est quoi? C'est l'iris. Voilà, ça, c'est l'iris. Et puis le cristallin. Voilà, le cristallin qui délimite une chambre qui est étroite. La chambre postérieure, c'est étroite, juste là. Voilà, parce qu'il est en avant du cristallin et en arrière de la pupille. Voilà, en arrière de la pupille et de l'iris. Et il ne faut pas oublier également, le corps ciliaire qui est formé par ça, sont les procès qui vont donner c'est la zone d'usine qui fixe, on a dit, le cristallin, voilà, ou bien ça s'appelle également les fibres zonulaires. Et il est formé également par le muscle ciliaire. Ça, c'est le muscle ciliaire qui va par l'intermédiaire des zonules d'usine, ils vont contrôler le diamètre de cristallin, ce qu'on appelle l'accommodation. Alors, il faut pas oublier également, toujours pour le segment antérieur, qu'on a un angle hyper important, ce qu'on appelle l'angle, c'est ce qu'on appelle l'angle irido-ciliaris et cornien. Donc, pourquoi? Parce que dans cet angle, on va trouver ça, c'est le sinus de la sclère. Ce sinus-là, sinus veineux, ce qu'on appelle le canal du Schlem également, et c'est celui-là qui va éliminer, qui va résorber l'humeur aqueuse qui est dans la chambre tout d'abord postérieure, puis elle va passer à la chambre antérieure pour être résorbée, éliminée par ce sinus ou bien ce canal du Schlem. Voilà, c'est hyper important. Et on a dit que l'humeur aqueuse, elle va être quoi? Elle va être produite par quoi? Par le procès ciliaire. Voilà, elle va être produite par le procès ciliaire. Alors, il faut pas oublier également qu'on a... Alors voilà, sur cette image, on peut voir également que sur la sclère, on a l'insertion des muscles. Par exemple, c'est le muscle droit supérieur. Voilà. Et là, c'est le muscle droit inférieur. Sur la sclère, ça c'est la sclère, c'est le blanc de l'œil. Voilà. Et on a dit que le blanc de l'œil, il est perforé par un orifice pour laisser passage au nerf optique, ce qu'on appelle la lame criblée. Voilà la lame criblée. Et sous la sclère, on a dit qu'il y a cette couche-là, qui est la choroïde. Voilà, la choroïde, qui est une couche très très vascularisée. Et cette couche-là, on a dit que la limite entre elle et le corps ciliaire, c'est ce qu'on appelle l'aura serrata. Voilà, ça c'est l'aura serrata. Voilà, l'aura serrata, c'est la limite entre le corps ciliaire et la conjonctive. Et sous la conjonctive, on a quoi? On a la rétine. Voilà, elle est jaune parce que elle est riche en nerfs. Voilà, c'est elle qui. Et on a dit qu'on est divisé en deux parties. Une partie antérieure. Ça, c'est la partie antérieure qui est périphérique, qui est non fonctionnelle, alors que la partie qui nous intéresse, la partie postérieure ou bien centrale, qui contient, bien entendu, la macula, centrée par la fovea. C'est elle qui va recevoir la plupart des rayons lumineux qui entrent la cornée, puis elle va être là. Ça, c'est la fovea. Alors, la fovea, c'est la région la plus visible, la plus, on peut dire, dans laquelle on va trouver la vision la plus précise. Et ça, c'est la papille ou bien le disque optique
pour le nerf optique. Qu'est-ce qu'on va trouver là? On va trouver et le nerf optique et ça, c'est l'artère centrale de la rétine qui va se diviser au niveau de la rétine en deux branches, une branche ascendante et une branche descendante. Donc, il faut pas oublier également, toujours on est dans le segment postérieur, elle est occupée par un milieu transparent hyper important et volumineux, c'est là le corps vitré, voilà, c'est une gélatine et elle est hyper importante pour le maintien de la rétine contre les parois de l'œil, voilà. Sinon, on va voir le découlement de la rétine. On va voir la vascularisation du globe oculaire, ou bien la vascularisation de l'œil. Alors, la vascularisation artérielle, il est assuré par cette artère, c'est l'artère ophtalmique qui accompagne, que vous pouvez voir le nerf optique. Cette artère ophtalmique, c'est une branche de l'artère carotide interne. Alors, l'artère ophtalmique va vasculariser le globe oculaire via ses branches. On a la première branche, c'est la branche la plus importante, branche à l'intérieur du nerf optique. Alors, si on cache le nerf optique, on va trouver, voilà, c'est l'artère centrale de la rétine. L'artère centrale de la rétine, c'est une branche on va cacher ce tableau pour voir l'origine de l'artère. Voilà, c'est l'origine de l'artère ophtalmique. Voilà, ça, cette artère-là, l'artère centrale de la rétine, elle va passer à l'intérieur de nerf optique pour entrer dans la rétine via la lame criblée ou bien cet orifice de la sclère. On va le cacher pour voir ça, c'est par la suite, c'est la choroïde. Voilà, pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Cette artère, elle va faire quoi à l'intérieur de notre rétine, au niveau de la papille, c'est-à-dire l'entrée. Normalement, ça c'est l'entrée de quoi? L'entrée de, je vais cacher le corps vitré, ça c'est l'entrée du nerf optique. Ça, c'est l'artère centrale de la rétine. L'artère centrale de la rétine, elle va se diviser en deux parties, une partie ascendante ou bien supérieure et une branche inférieure ou bien descendante. Elle va partir en bas. Alors, à côté de cette branche, cette artère centrale de la rétine, l'artère ophtalmique va vasculariser également le globe oculaire via les autres branches qui sont les artères ciliaires. Alors voilà, les artères ciliaires, voilà, de l'artère ophtalmique. Alors ça, c'est l'artère ophtalmique, elle va donner les artères ciliaires, c'est-à-dire qui vont vasculariser la sclère et l'UV, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de la choroïde, c'est-à-dire le corps ciliaire et l'iris, via la choroïde. Voilà, ça va entourer la paroi de la choroïde pour que ces artères ciliaires vont vasculariser ce qu'on a à l'intérieur, en avant de la choroïde, à savoir le corps ciliaire et l'iris. Alors que, rappelez-vous, on a dit que la cornée, il n'est pas vascularisée. Voilà, elle est énervée, mais il n'est pas vascularisé. Et le cristallin, il n'est ni vascularisé, ni énervé. Voilà. Alors, toujours, on est dans la vascularisation artérielle, on va se concentrer sur la rétine. Pourquoi? Parce que la rétine, rappelez-vous, c'est le tissu fonctionnel de l'œil, c'est le tissu le plus important. Et c'est pour ça, on trouve que la rétine est le tissu oculaire le plus richement vascularisé. Il va bénéficier de l'irrigation de deux branches, ou bien deux réseaux vasculaires. On a le réseau rétinien présenté par l'artère centrale de la rétine. Voilà, l'artère centrale de la rétine. Voilà, qui est une branche de l'artère ophtalmique. Et on a un autre réseau qui est le réseau choroïdien, qui est présenté par les artères ciliaires, qui sont également les artères ciliaires, qui sont également une branche de l'artère, qui sont des branches de l'artère ophtalmique. Alors, c'est ça pour la vascularisation artérielle. Pour le drainage, on passe par la suite au drainage veineux. Le drainage veineux est assuré par les veines centrales de la rétine, voilà, qui sont satellites aux artères.
Voilà, les artères centrales de la rétine. Et ça, ce sont les veines centrales de la rétine qui vont également se regrouper. Alors ça, c'est l'artère centrale de la rétine qui va également passer à côté de l'artère centrale de la rétine bien au centre du nerf optique. Voilà, elles vont sortir, cette veine va sortir de globe oculaire, entouré par le nerf optique. Pour par la suite, il va se jeter dans la veine ophtalmique supérieure. Voilà, ça c'est l'œil, comme ça. Voilà, elle va se jeter dans la veine ophtalmique supérieure. Cette veine ophtalmique supérieure va se jeter par la suite dans le sinus caverneux avec la veine ophtalmique inférieure. Le reste de retour veineux du globe oculaire se draine dans les autres veines, autres que la veine centrale de la rétine. On a des veines qui sont appelées les veines vortiqueuses. Alors, voilà, ce sont voilà les veines vortiqueuses. Ces veines vortiqueuses-là, après le drainage du globe oculaire, elles vont se jeter dans la veine ophtalmique inférieure. Et la veine ophtalmique, avec la veine ophtalmique supérieure, elles vont se jeter les deux dans le sinus caverneux. Alors, c'est ça pour la vascularisation. On passe à l'énervation. L'énervation sensitive de l'œil est assurée par le cinquième paire. Voilà. Par sa branche, ou bien cinquième paire crânien, par sa branche ophtalmique. Alors voilà, c'est ça, le nerf ophtalmique. Une branche de nerf trigémaux, bien le nerf 5. Alors ce nerf-là, il va vasculariser surtout, et principalement la cornée. Pourquoi la cornée? Parce qu'on a dit que la cornée elle est richement énervée. Et toute effraction de la cornée va entraîner une douleur très très violente. Parce qu'elle est richement vascularisée. Pour les autres structures, on a l'iris par exemple. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il contient à l'intérieur, il contient les muscles pour la pupille. On a le muscle dilatateur de la pupille et le sphincter de la pupille. Pour le muscle dilatateur de la pupille, il est énervé par les fibres sympathiques. Alors que le muscle sphincter, il est énervé par contre par les fibres parasympathiques qui proviennent de troisième paire crânien. Troisième paire crânien, voilà, c'est le nerf oculomoteur. Il va donner les branches parasympathiques pour l'iris et plus précisément pour le sphincter. Voilà. Alors pour le cristallin, on a dit qu'il est contrôlé, il n'est ni énervé ni vascularisé, mais il est contrôlé par les muscles ciliaires. Alors ce muscle ciliaire, pour se contracter, il est énervé également par les parasympathiques, comme pour le muscle sphincter, ces parasympathiques proviennent bien entendu de troisième nerf crânien, c'est le nerf oculomoteur.